Insémination ou FIV, comment ce choix se décide vraiment? Si vous êtes en parcours de PMA et que vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut sans forcément comprendre ce qui se passe, cette vidéo, elle est pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui revient souvent dans les parcours. Est-ce que je fais une insémination ou est-ce que je fais une FIV? Alors, dans la grande majorité des cas, c'est votre médecin qui va vous orienter vers l'une ou vers l'autre. Et c'est normal. Ce choix, il repose sur des critères médicaux précis. L'état de vos trompes, la qualité du sperme de votre conjoint, votre âge, votre réserve ovarienne, et ce n'est pas une décision finalement qu'on prend seul sur Internet. Mais comprendre pourquoi on vous propose l'une plutôt que l'autre change beaucoup de choses. Ça vous permet de poser les bonnes questions en consultation et de participer vraiment à la décision. Et puis il arrive aussi que votre médecin vous laisse le choix. Est-ce qu'on continue les inséminations ou est-ce qu'on va vers la FIV? Parce que finalement, c'est deux options qui se défendent selon votre situation. Et là, c'est essentiel de comprendre tous les éléments. Je suis Adva Grundmann, cofondatrice de Fertiline, facilitatrice en fertilité et PMA et spécialisée en PMA à l'étranger depuis plus de 11 ans. Fertiline, ce sont les seuls accompagnements qui vous aident à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'ici et à savoir exactement sur quoi agir pour enfin réussir. Une approche qui est reconnue par les meilleurs médecins et cliniques de PMA. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce contenu vous aide dans votre parcours vers votre bébé, vous pouvez soutenir notre travail très simplement en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant. Chaque interaction permet à d'autres femmes, à d'autres couples en PMA d'accéder à ces informations. Et pour nous, c'est essentiel et c'est précieux parce que ça nous permet de continuer à créer et à vous accompagner. Insémination et FIV, deux techniques, deux logiques complètement différentes. Alors on va commencer par le plus simple parce que souvent il y a confusion. L'insémination intra-utérine, c'est une aide à la rencontre. On va stimuler très légèrement les ovaires. L'objectif, c'est d'obtenir un follicule ou deux au maximum. On va surveiller l'ovulation par échographie et par des dosages sanguins et on la déclenche. Le jour J, le sperme est préparé au laboratoire pour ne garder que les spermatozoïdes les plus mobiles. Ils sont ensuite déposés directement dans l'utérus à l'aide d'un fin cathéter. Et c'est tout. Le geste dure que quelques minutes et il est généralement tout à fait indolore. Il n'y a pas d'anesthésie et vous repartez immédiatement. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ensuite, tout se passe dans votre corps. La fécondation a lieu dans la trompe, comme dans un cycle naturel finalement. Et c'est simplement qu'on s'est assuré qu'il y a bien une ovulation, on a raccourci le trajet des spermatozoïdes, qu'on a nettoyé au préalable, et on a optimisé le timing. La FIV, c'est une autre logique. On va stimuler les ovaires beaucoup plus fortement avec des doses d'hormones nettement plus élevées pendant 10 à 14 jours pour faire grandir en fait plusieurs follicules en même temps. L'objectif idéal, ce serait d'avoir entre 10 à 12 follicules, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ce serait un objectif. Et puis, on va réaliser une ponction sous sédation légère qui dure entre 15 et 20 minutes. C'est cette fameuse anesthésie dont parfois les femmes ont peur, mais vraiment c'est très léger, ne vous inquiétez pas. Les ovocytes sont ensuite récupérés, fécondés au laboratoire et les embryons sont cultivés pendant 5 à 6 jours jusqu'au fameux stade de blastocyste. Et puis on transfère un et on congèle les autres. Ou alors on peut transférer plus tard, c'est-à-dire qu'on congèle tous les embryons et on décide de transférer sur des cycles d'après. Et derrière tout ça, en fait, il y a une stratégie très simple, une stratégie de nombre. Dans un cycle naturel, vous avez un ovocyte, voire maximum 2, mais c'est très rare. Du coup, une seule chance. En FIV, on cherche plusieurs parce que, en fait, à chaque étape, il y a des pertes. On sait que tous les ovocytes ne seront pas matures. On sait qu'ils ne vont pas tous être fécondés et que tous les embryons n'arriveront pas au stade de blastocyste. Plus on part avec beaucoup d'ovocytes, plus on augmente la probabilité, en principe, d'arriver au bout avec au moins un embryon. C'est pas toujours le cas, mais c'est en tout cas la théorie. La FIV, elle n'est pas plus puissante que l'insémination, mais elle va multiplier les tentatives à l'intérieur d'un même cycle. Donc si on résume, l'insémination aide la nature à faire son travail, la FIV, elle fait le travail à la place de la nature, en dehors du corps. Alors, la question se pose, c'est les taux de succès. Les taux de succès, ce que disent vraiment les chiffres au sujet de l'insémination et de la FIV. Alors, faut être transparent parce que c'est souvent là que la déception se joue. En insémination, on observe en moyenne un taux de succès situé entre 10 et 15% par cycle. Dans les meilleures indications, par exemple une femme qui a moins de 35 ans et un sperme vraiment bon,
des trompes complètement perméables, ce taux peut aller jusqu'à 20%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ un tiers des femmes de moins de 40 ans obtiennent une grossesse sur leurs 3-4 premiers cycles d'insémination, et c'est pour ça qu'on va juger au bout de 3-4 cycle si on continue ou pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces chiffres chutent nettement avec l'âge. Ils sont déjà beaucoup plus bas après 37 ans et chez une femme de plus de 43 ans et notamment si elle a d'autres problèmes au niveau de l'infertilité, si elle a d'autres pathologies, on approche plutôt des 1% par cycle. En FIV, avec vos propres ovocytes, les registres européens donnent des taux de naissance vivantes par transfert d'environ 33 à 40% avant 35 ans, autour de 27% entre 35 et 39 ans et environ 15% après 40 ans. Après 42, 43 ans, on descend à quelques pourcents et évidemment ça dépend de chacun. Il y a 3 précautions importantes à prendre quand on regarde les chiffres. D'abord, faut se méfier des chiffres qu'on vous présente sans préciser ce qu'ils mesurent. Parce qu'un taux de grossesse, c'est pas la même chose qu'un taux de naissance. Un taux par transfert, c'est pas la même chose qu'un taux par cycle commencé, c'est-à-dire où il y a plusieurs transferts. Le seul chiffre qui vous intéresse vraiment, c'est le taux de naissance vivante par cycle commencé. Ensuite, c'est important d'avoir en tête que ces moyennes ne sont pas votre pronostic. Votre âge, votre réserve ovarienne, la qualité du sperme et la cause de l'infertilité pèsent bien plus lourd que la moyenne nationale. En revanche, la préparation peut augmenter ces taux et ça, c'est aussi important à le dire et on le dit souvent chez Fertility. Enfin, il faut aussi savoir que lorsqu'il y a une pathologie qui s'ajoute, les taux peuvent descendre aussi en dessous de ces moyennes. Une endométriose, un SOPK récemment renommé SMOP, une insuffisance ovarienne, une maladie auto-immune, une atteinte sévère du côté masculin. En fait, chacune de ces situations, elle va peser sur les chances de réussite et c'est normal, même si on choisit une insémination ou si on choisit une FIV. C'est pas pour vous décourager que je dis ça. C'est juste pour vous dire que ces moyennes sont établies sur des populations très larges et que c'est important de pas se comparer à un chiffre parce que ça correspond pas forcément à votre profil. Ce qui vous aide vraiment, c'est de savoir où vous vous situez, vous, et surtout dans votre situation, ce qui peut être amélioré. Alors, quand est-ce que l'insémination est un vrai bon choix? Tout d'abord, l'insémination, c'est une excellente option quand il y a plusieurs conditions qui sont réunies. Tout d'abord, il faut au moins une trompe perméable et c'est important de le vérifier parce que je veux insister sur ce point. On voit régulièrement des femmes qui enchaînent des inséminations alors qu'aucun examen des trompes n'a été fait. Et c'est un vrai problème parce que l'insémination dépose des spermatozoïdes dans l'utérus. Mais la fécondation, elle a lieu dans les trompes. Si les deux trompes sont bouchées, l'ovocyte et le spermatozoïde ne peuvent tout simplement pas se rencontrer. La technique n'a alors aucune chance de fonctionner, même pas une chance faible, aucune. Cet examen, il existe, il est simple et il se fait en amont. Alors si on vous propose une insémination et qu'aucun examen des trompes n'a été fait, posez la question. Vous avez parfaitement le droit de demander est-ce qu'on a vérifié si mes trompes sont perméables avant de commencer. Ce n'est pas remettre en cause votre médecin, c'est juste s'assurer que vous partez pas sur 3 cycles qui n'ont aucune chance finalement d'aboutir. Ensuite, il faut un sperme suffisant après la préparation. Le seuil retenu varie selon les cliniques, mais il faut un nombre minimum de spermatozoïdes mobiles récupérés pour que l'insémination ait un sens. En dessous de ça, on va orienter vraiment vers la FIV. L'âge aussi est un critère et on va plutôt viser en dessous de 37-38 ans et lorsque la réserve ovarienne elle est correcte. On va aussi plutôt proposer l'insémination aux infertilités qu'on dit récentes, mais pas au bout de 10 ans d'essai. L'insémination, elle est d'ailleurs indiquée dans des situations plutôt précises, comme des troubles de l'ovulation, notamment lorsqu'il y a un SOPK, quand la stimulation seule n'a pas suffi, lorsque la glaire cervicale est hostile ou qu'il y a une anomalie du col. Des situations où les rapports sont difficiles ou impossibles. Vaginisme, troubles de l'éjaculation, dysfonction érectile, et ça peut arriver. Lorsqu'il y a une endométriose qui est minime, à légère, avec des trompes qui sont perméables. Donc on vérifie avant. Et aussi lors de parcours avec don de sperme. Ça peut arriver pour des femmes seules, des couples de femmes ou lorsqu'il y a des azoospermies. C'est là que l'insémination donne ses meilleurs résultats parce qu'il n'y a pas de facteur masculin à contourner et en principe tout vient du côté masculin, il n'y a pas de problème du côté de la femme. Je dis bien en principe parce que bon, on sait jamais. Ces avantages sont réels et on ne doit pas les minimiser. Déjà il n'y a pas d'anesthésie générale, les doses d'hormones sont beaucoup plus faibles, du coup moins d'effets secondaires, il y a un coût nettement inférieur si on va à l'étranger et puis il y a une charge physique et mentale qui sont beaucoup moins grandes qu'avec une FIV. Pour beaucoup de femmes, c'est une entrée en douceur dans la PMA et ça c'est précieux.
Et du coup, quand est-ce que la FIV est clairement le meilleur choix? Alors à l'inverse, il y a des situations où passer par l'insémination revient à perdre son temps. Et le temps, évidemment, en fertilité, c'est une ressource vraiment coûteuse. La FIV, elle s'impose notamment quand les trompes sont bouchées, absentes ou abîmées. Là, on est obligé de passer par la FIV. En cas de facteur masculin marqué, concentration, mobilité, morphologie trop altérée et qui nécessite vraiment une ICSI. En cas d'endométriose sévère ou adénomiose importante. Et puis après 3 à 4 inséminations sans succès, car au-delà, les chances par cycle s'effondrent complètement. Et puis en cas d'infertilité inexpliquée qui dure depuis plusieurs années. Quand il y a un diagnostic préimplantatoire qui est nécessaire, le diagnostic préimplantatoire, donc le DPIA ou DPIM, par exemple en cas de fausse couche à répétition, des translocations équilibrées, un âge maternel avancé ou une maladie connue, on est obligé de passer par la FIV. Et bien sûr, en cas de réserve ovarienne diminuée, chaque cycle compte, donc il faut aller plus vite et souvent la FIV c'est la meilleure proposition. Il y a un cas particulier, c'est quand l'écart de taux de succès entre l'insémination et les FIV se resserre. Et ça, c'est une nuance importante et qui peut surprendre souvent. Après un certain âge ou en cas de réserve ovarienne vraiment basse. Pourquoi? Parce que la supériorité de la FIV repose sur le nombre. Enfin, après, on parlera d'autres choses, mais en tout cas, là, on se focalise sur le nombre, comme on vient de le voir. Recueillir 10 ovocytes, c'est se donner finalement plusieurs chances de fécondation, plusieurs embryons, et puis une sélection possible. Mais en fait, quand la stimulation de la FIV ne fait que grandir un seul follicule, parfois deux, l'avantage disparaît en grande partie. Et on se retrouve avec un ovocyte, un embryon et donc une seule chance, ce qui est finalement à peu près la même chose que l'insémination. C'est la raison pour laquelle dans certaines situations, certaines équipes convertissent un cycle de FIV en insémination lorsque la réponse ovarienne est très faible, plutôt que d'annuler ou d'aller à la ponction d'un seul follicule. Il arrive aussi qu'une insémination soit même recommandée d'emblée plutôt qu'une FIV chez des femmes plus âgées ou avec une réserve ovarienne très basse, à condition bien sûr que les trompes soient perméables et le sperme correct. Et là, il faut bien se le dire, ce n'est pas un renoncement, c'est une décision pragmatique. On évite une ponction, une anesthésie et un coût important pour des chances qui ne seraient pas supérieures. Mais attention à ne pas tirer une mauvaise conclusion. Cela ne veut pas dire que l'insémination est une bonne stratégie après 40 ans. Ça veut dire que dans certains cas, dans certains profils précis, le rapport finalement entre l'effort demandé et les chances réelles penche différemment et cette décision se prend au cas par cas avec votre médecin. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Tout simplement, l'insémination, elle aide la nature. La FIV, elle fait le travail à sa place. Ce ne sont pas deux niveaux d'intensité de la même chose, ce sont vraiment deux logiques différentes. La FIV, elle repose sur une stratégie du nombre. Elle multiplie les tentatives à l'intérieur d'un même cycle. C'est d'ailleurs votre médecin dans la plupart des cas qui vous oriente sur des critères précis, mais comprendre pourquoi vous permet de poser les bonnes questions et de décider avec lui quand le choix vous est laissé. L'insémination est plus douce. Pas d'anesthésie, moins d'hormones, moins cher, moins lourd. Et c'est un vrai atout quand les conditions sont réunies. Trompe perméable vérifiée, évidemment, sperme correct, moins de 37-38 ans, sauf dans certains cas, et surtout dans un parcours avec don de sperme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les taux sont très différents. Environ 10 à 15% par cycle en insémination contre 33 à 40% par transfert en FIV avant 35 ans. Et évidemment, il descend encore lorsqu'il y a une pathologie qui s'ajoute. Après un certain âge ou avec une réserve ovarienne très basse, l'écart se resserre et l'insémination peut redevenir une option raisonnable dans certains profil. Alors voilà pour les critères médicaux. Mais il y a deux choses que personne ne vous explique avant de faire ce choix et qui peuvent changer complètement votre façon de voir les choses et de poser les questions. Ce sont deux dimensions dont on ne parle presque jamais en consultation. Et d'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo qui s'appelle Insémination ou FIV, ce que personne ne vous explique avant de choisir. Le lien est juste en dessous. Et si vous avez enchaîné des tentatives sans jamais comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, la première étape n'est pas de choisir une technique, c'est de comprendre ce qui se passe dans votre terrain. C'est exactement ce que permet notre Fertilin Score. En 5 minutes, vous identifiez les freins à votre fertilité et vous voyez enfin sur quoi agir et dès maintenant. On ne laisse pas la fertilité au hasard, on la comprend, on l'optimise et on l'accompagne.